En virage cette semaine, nous avons en studio le Hyundai Santa Fe version hybride. On va aussi vous parler du Mercedes Classe G, ce fameux gros véhicule chez Mercedes. Aussi, je suis allé faire l'essai de la Porsche Carrera modèle S à San Diego. On vous présente ça plus tard à l'émission. Nous allons aussi avoir nos chroniques de pneus avec des harnais pneus mécaniques et ainsi que nos chroniques esthétiques avec Silva Wax, beaucoup de nouvelles de l'industrie et bien d'autres choses. Tout ça à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi à l'émission aujourd'hui, Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut messieurs. Salut Daniel. Ça va bien? Oui. Très bien, merci. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, beaucoup de voitures à l'émission aujourd'hui. Deux voitures d'entrée de jeu. Marc, tu es arrivé avec le Hyundai Santa Fe version hybride. Et on va parler aussi du Classe G de chez Mercedes. Je pense que ça vaut la peine au moins de faire un petit clin d'œil à ce véhicule-là. On est dans le format boîte de carton cette semaine. L'émission n'avait même pas démarré qu'on s'ostinait déjà sur le véhicule. Ça risque d'être intéressant. Parle-moi du Santa Fe version hybride. Évidemment, c'est un modèle qui attire l'œil énormément. Mais comme chez Hyundai, on fait les choses de la bonne façon. On introduit tout de suite un système hybride. Et c'est la version de base. Contrairement à bien d'autres modèles, c'est la version de base qui arrive avec la motorisation hybride. C'est vrai qu'au niveau du design, on s'entend pour dire que ça fait considérablement contraste par rapport à ce qu'on nous proposait dans le passé. Controversé par rapport à certains éléments, notamment les blocs optiques là, en forme de H, ça plaît pas à tout le monde nécessairement. Un peu déçu que la version en studio n'a pas la petite poignée sur le côté, parce qu'on aurait pu asseoir Jacques sur le toit. Mais bon, évidemment, c'est une option, vous aurez compris, dans les autres versions. On ne plus qu'il monte. On n'a plus d'assurance pour faire grimper Jacques ses toits. Mais par contre, la motorisation, elle est vraiment exceptionnelle. En fait, ce qui m'a vraiment frappé de ce véhicule-là, le contraste avec l'autre version, c'est la douceur. J'ai pris la route avec ça, j'ai fait « wow ». C'est spectaculaire de douceur. C'est quand même très puissant. Là, on parle de 231 chevaux. C'est un petit moteur 4 cylindres 1.6 qu'on connaît. Boîte automatique 6 vitesses, mais vraiment très doux. En plus, bon, il est bien insonorisé, donc ça contribue aussi bien à ce sentiment-là. Et écoutez, je suis à 8 litres au 100 de moyenne, puis c'est beaucoup parce qu'on nous annonce 6,9. Puis j'ai vraiment fait zéro attention. Donc, au niveau de la mission que le Santa Fe hybride s'est donnée, c'est-à-dire l'économie de carburant et la douceur de roulement, c'est tout à fait là. Pour le reste, c'est vraiment question de goût. L'intérieur, c'est Hyundai, avec le double écran à la Hyundai, avec le levier de transmission à la Hyundai. Tu sais, trois rangées de sièges. Évidemment, il faut aimer un peu moins ceux de la troisième rangée, mais c'est quand même disponible. Donc, un véhicule qui, sincèrement, m'a beaucoup impressionné. Je le répète, c'est la version de base. On parle de 42 400 à peu près pour la version la plus équipée, là, qui est le Trad, une version un petit peu moins dispendieuse. C'est quand même assez intéressant de voir à quel point Hyundai sont rendus à maturité. Le système hybride, il est éprouvé depuis longtemps, genre qu'on le connaît depuis longtemps. On a amené ce système-là dans un véhicule, évidemment, Santa Fe, nouveau design, mais c'est quand même avec de la motorisation connue. Fait que c'est rassurant, genre. Absolument. C'est la 5e génération l'année dernière. C'est un véhicule qui a été présenté en 2024. Alors, c'est la 5e génération et c'est tout un coup qu'ils ont donné. Quand on se rappelle les générations précédentes, moi, je trouve qu'ils ont fait un maudit beau coup. Parce que là, tu n'en rencontres un sur la route, tu te poses pas la question quelle marque de véhicule que ça peut être. C'est vraiment un produit Hyundai. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fouillant dans mes papiers, j'ai réalisé qu'il était fabriqué en Alabama, à Monterey, en Alabama. Je ne sais pas ce qui arrivera quand tout sera fini de régler au niveau des frais de douane, etc., qui vont être ajoutés. Je ne sais pas comment est-ce que Toyota se sont organisés avec eux autres. Ils doivent avoir trouvé une façon de pouvoir rentrer ça à un prix plus intéressant. Mais ce véhicule-là, au niveau du rendement hybride, là, comme il est,
Moi, je trouve que ça fait le véhicule qu'on a besoin, que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'espace. Les gens achètent des SUV qui ont de la difficulté à monter dedans parce que ou les toits sont trop inclinés, ou les portes... Le toit, en général, est trop bas. Mais lui, il a la hauteur, il l'assise dedans, tu as de l'espace pour la tête, de l'espace pour les gens en arrière, tout ça. Moi, je me dis, pourquoi se faire chercher ailleurs, tu sais? Là, tu parlais au niveau du changement de vitesse. Le bras de vitesse, maintenant, est rendu à la colonne de direction. C'est ça. Mais faut que tu tournes le bout pour atteindre. Alors ça, c'est un changement qui a été apporté. Sur le modèle qu'on a ici, c'est un modèle qui vient avec le système de refroidissement pour la transmission, de sorte que ça permet de pouvoir faire un remorquage plus élevé, c'est-à-dire environ 3500 livres. Tu ça dans tes Pas chiffres? pour l'hybride. Sur l'hybride, c'est 2000. C'est 2000, C'est la d'accord. version à essence qui est à 3500. Merci. Alors, tout ça, je trouve ça intéressant. En dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas bien de quoi à rajouter, à part que c'est un véhicule qui est agréable avec des beaux matériaux. Puis que... Au niveau du design, parce qu'on commence à s'habituer un peu au niveau du design, Oui, comme tu as oui. parlé, Jacques, mais il reste que Hyundai, là, ils ont été baveux là, avec ce design-là, parce que c'est t'aimes pas. Il y a encore des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment. Fait que oui, au niveau mécanique, oui, au niveau de l'économie de carburant, de l'espace, oui, pour faire parler de la marque, parce que Hyundai est assez rendu à maturité comme fabricant qu'on peut faire jaser, puis on peut s'amuser. Puis moi, je dis juste bravo, là, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Un constructeur qui ose comme ça, faut l'encourager. Absolument. Faut lui dire bravo. Peut-être que j'en achèterai pas, mais il faut dire bravo. Mais tu vois, de plus en plus, puis c'est ce qu'on dit, les gens s'habituent au design. Oui. Puis honnêtement, on avait des mauvais commentaires la première fois, mais là, j'ai des gens qui sont passés de chez moi. Puis finalement, c'est plus beau en vrai. C'est ça. Et il y a beaucoup de commentaires favorables. Exactement. Ça ressemble au Defender. Tu sais. Mais puis ça, tu parles de ceux qui aiment ou qui n'aiment pas. Rappelle-toi les Flex. Ah oui, si, c'est- si on a quelqu'un Moi, qui a j'étais pas détesté capable. le Flex, Moi, il j'étais est pas à ce capable. plat de la table. Tu sais. Mais j'aime dans le Flex, il y en avait beaucoup moins que. Il y avait plus de j'aime pas que j'aime dans le Ford Flex. On va rester dans le même style de véhicule. Classe G chez Mercedes, Wow. G550, véhicule aussi carré que ça, avec des propriétés hors route. Et une clientèle très pointue, parce que vraiment, là, le Classe G, c'est pointu comme clientèle, mais c'est toujours le fun de pouvoir conduire un véhicule de la sorte. Moi, je vais être très honnête avec vous et très transparent. Je serai absolument pas objectif. J'adore le Classe G. Depuis 25 ans, j'aime ce camion-là. Si j'avais les moyens, mais mon banquier ne veut pas que je m'en approche, c'est vraiment le véhicule que je m'achèterais. Évidemment, c'est très controversé, encore une fois. Le look, c'est un peu un Wrangler. C'est stéroïde, hein, on s'entend. C'est un véhicule qui a aussi les mêmes capacités hors route qu'un Wrangler ou qu'un Bronco, mais à 200 000 l'unité. 225 000, le véhicule qu'on conduit. Oui, avec les 443 options, l'espèce chevaux de dans- plateau Safari sur le toit et tout. Ouais. Par contre, à l'intérieur, c'est un Mercedes avec le MBUX, avec la qualité des... Écoute, t'as même les sièges massants à l'intérieur. Ouais. Alors, c'est vraiment comme ultime dans toutes les conditions. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Moi, j'adore ça. Et nouvelle amélioration cette année, moteur 6 cylindres, 3 litres turbo au lieu du gros V8. On économise un peu en carburant et une direction qui est beaucoup plus précise parce qu'avant, il fallait se battre considérablement avec ça. Et faites-vous-en pas, là, on a une des nombreuses versions. Il doit en avoir 25 versions différentes de ce classe G chez Mercedes. De 225, on va aller jusqu'à 550 000, comme celui Incroyable. qu'il y avait au Salon de l'Auto de Québec. Et encore plus, donc on peut s'amuser avec ce véhicule-là. Moi, j'ai hâte d'essayer la version électrique de ce véhicule-là, parce que non seulement elle a les mêmes capacités, mais en plus, ça fait des 360 sur place. Ça sert à rien, mais ça va être bien le fun à essayer. Pourquoi pas? On va peut-être mettre ça à l'épreuve à un moment donné. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, on se transporte chez Desharnais Pneus Mécaniques. Reste avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, c'est juste parfait.
Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de te retrouver. Le printemps est enfin là. On parle de pneus. Ça, c'est vraiment le fun. Puis on va aussi parler de mécanique au cours des prochaines semaines. On va faire le tour de tout le monde du pneu en général. Et il faut rester à l'écoute dans quelques semaines. Vers la fin, tu vas même nous donner tes meilleurs vendeurs, tes meilleurs... Peut-être pas tes meilleurs choix, mais bref, dans tes meilleurs vendeurs, tu vas nous expliquer pourquoi. Avec des raisons en plus. Avec les raisons, ça va être fort intéressant au cours des prochaines semaines. Mais avant, évidemment, Danny, au cours des dernières semaines, il a fait chaud. Oui. Et on a eu de la neige par après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre notre décision quand installer nos pneus? C'est le meilleur printemps pour mêler les clients. Oui, hein? À la mi-mars, beaucoup de soleil, de chaleur. Là, on se fait appeler. Je peux te changer mes pneus? C'est un bon moment? Sincèrement, Daniel, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Puis une des réponses ou une des questions que je repose à notre clientèle, c'est de dire vos pneus d'été sont dans quel état? Ils trouvent ça toujours drôle quand je leur pose la première question comme ça. On s'en rappelle même pas. Souvent. Mais souvent, on a la chance d'avoir, parce qu'on a plusieurs milliers de pneus en entreposage chez Desharnais, on est en mesure d'aider le client, de diriger le client. Un client qui a des pneus 4 saisons, parce qu'on s'entend, on dit les pneus d'été, mais dans la vraie vie, c'est une gomme qu'on appelle plus 4 saisons. Quand les pneus 4 saisons sont en bonne condition, on va dire qu'ils ont 10-15 d'usure, d'installer des pneus mi-mars, fin mars, même si on a un peu d'accumulation de neige ou on a un petit peu plus de froid, mais le composé de semelle va quand même très bien réagir. C'est pas vos pneus d'hiver. Il faut garder une certaine prudence. Il faut quand même garder ça en tête. Mais c'est la question initiale. Si les gens arrivent et ont des pneus pour une dernière saison d'été, souvent, on va leur suggérer, attendez donc à mi-mai, étirez un peu vos pneus d'hiver, gardez vos pneus d'été pour la dernière saison. Fait que ça, c'est un des facteurs importants. Et combien de kilométrage vous parcourez par semaine? Ah, moi, je fais 5, 6, 700 km par semaine. Gardez vos pneus d'hiver. Ben oui. Prenez pas de chance. Fait que c'est un peu comme ça qu'on essaie de diriger la clientèle chez Desharnais pour, les aider là-dedans. Parce que c'est sûr, quand il commence à faire beau, manteau d'hiver, on a le goût qui s'enlève, les bottes d'hiver et les pneus d'hiver. Fait que ça va ensemble. Fait qu'il faut juste être un peu patient, mais je vous dirais qu'on a changé des pneus à partir de la mi-mars, puis on en change jusqu'à, je vous dirais, 2e, 3e de mai. Voilà, une fois qu'on a pris la décision qu'on fait changer nos pneus, évidemment, il y a des choses, tu en as parlé, là, je viens juste de dire, moi, je me rappelle pas de l'usure de mes pneus la dernière fois. Donc, quand on installe notre nouveau pneu, à quoi on doit faire attention? Bien, il y a plusieurs choses. Puis il y a des incontournables qu'il faut se demander. Premièrement, est-ce que j'ai fait aligner mon véhicule récemment? C'est une chose que j'ai fait. L'autre chose, c'est que les gens ont souvent tendance à nous demander, est-ce que je devrais avoir 2 ensembles complètes pour changer les pneus? On le sait, là, c'est une tendance qui est quand même très grandissante. Les gens nous demandent, moi, je fais ça à la maison. Est-ce que tu as des conseils d'usage? Oui, il y a des conseils d'usage. Assurez-vous de bien nettoyer toutes les assises sur lesquelles la jante s'appuie. C'est important que ça soit nettoyé puis brossé fermement parce que de perdre une roue, c'est à peu près la pire affaire qui peut arriver. Chez Desharnais, c'est notre hantise. On a des procédures de béton pour pas que ça arrive sur aucun des véhicules qu'on fait. Par contre, de prendre le temps de faire ça adéquatement. Vous voulez le faire à la maison? Il n'y a pas de problème. Équipez-vous correctement, un bon cric, avoir une clé dynamométrique pour mettre la bonne pression au niveau de la... Parce que les gens, des fois, ils vont torquer ça au maximum. Mais si on étire les boulons, si on étire les studs, comme on appelle, bien, ça va créer d'autres problématiques. Installer les pneus dans le bon sens de rotation. En été, c'est moins problématique parce qu'on a à peu près plus de directionnel. Mais en hiver, il y a plusieurs personnes qui vont installer le pneu, malheureusement, dans un sens de direction qui est erroné. Il faut vraiment faire attention à ça. Tu as dit quelque chose, d'avoir 2 sets de pneus. Donc, des pneus montés sur des roues, 2 sets de pneus montés sur des roues. C'est ce que tu voulais dire. Pourquoi c'est important? Bien, premièrement, on a eu un cas récemment, monsieur avec un Audi en 20 pouces. Il se promène en 2,65 30 R20 en hiver. Avec les routes du Québec, quand on a démonté ses pneus d'hiver pour installer ses pneus d'été, 3 sur 4 des pneus étaient finis. Il y avait des bosses dans le flanc, des grosses poques dans le flanc. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu un impact tellement sévère que le mag ou la jante est venu frapper, exemple, la chaussée, puis ça a fendu la pneu à l'intérieur et l'air s'est infiltré. Une fois que ça c'est fait,
la carcasse ou la structure du pneu est affectée, on ne peut pas rouler avec un pneu comme ça. Donc, souvent, on va suggérer aux gens en hiver, j'en fais partie, roule 20 pouces en été, 18 pouces en hiver. Donc, c'est quoi l'avantage? Des flancs un peu plus épais, donc plus hauts. Ce que ça permet, c'est que les fameux nids de poule du Québec bien, sont moins durs sur nos jantes, sont moins durs sur les pneus. Économie, changer 4 roues et pneus montés ou faire un démontage, un remontage, un équilibrage, c'est sûr que c'est plus dispendieux. Fait que c'est un pensez-y bien. Quand on vient d'acheter un nouveau véhicule ou on prévoit garder notre véhicule encore plusieurs années, c'est des choses qu'on conseille à nos clients chez Desharnais et qu'on essaie de mettre en valeur. L'alignement, tu en as parlé également tantôt. J'ai justement eu des questions là-dessus, puis on me demande un alignement par année. Est-ce que c'est suffisant ou on en fait un à chaque changement de pneu? Je retournerais la question en disant quel genre de kilométrage vous faites? Okay. Un représentant qui fait 50 000 km par année, bien, quand tu fais ton changement de pneu saisonnal, bien, fais un alignement en même temps. Monsieur, madame, tout le monde qui roule 20 à 22 km et moins, un alignement, c'est suffisant. OK, parfait. Puis une chose, Daniel, qu'on a instaurée chez Desharnais, puis je trouve ça vraiment bien, c'est que, tu sais, des fois, les gens disent comment ça coûte un alignement? 129,95. Ah! Bien, monsieur, si vous n'avez pas besoin d'alignement, là, on fait un diagnostic d'alignement, puis là, ça vous coûte 64,95. C'est la moitié. Tu sais, fait qu'on coupe le prix en deux. Souvent, ça va dire aux gens, ah oui, vérifiez-les, s'il vous plaît. Ouais, puis si on arrive, toujours rapport à l'appui, on imprime le rapport du véhicule, le avant, après. Si on n'a pas fait de correctif, bien, la facture se coupe en deux, puis on est sûr de ne pas user nos pneus de la mauvaise façon. Toujours la question, l'été, bien, je pense l'hiver aussi, mais l'azote, est-ce qu'on en met? C'est encore à la mode, ça, l'azote? Bien, sincèrement, on en vend énormément. Puis une des choses pourquoi on fait ça, c'est qu'on travaille avec des profils de plus en plus bas. Je m'explique, c'est que les pneus, l'épaisseur du flanc est très mince. C'est dur de voir s'il manque quelques livres d'air. Et d'un autre côté, beaucoup de véhicules maintenant sont munis de capteurs TPMS, les fameux capteurs de pression d'air, que là, ça allume. Ah, bon, mon capteur est allumé, il manque une livre, il manque 2 livres. Quand on travaille avec l'azote, en stabilisant la pression d'air, bien, on va moins souvent au garage pour se faire ajouter de l'air. Et 2, les capteurs restent éteints. Fait que, oui, il y a des avantages. Il y a une question de sécurité, mais il y a une question aussi de tranquillité d'esprit, si je pourrais dire. Absolument. Alors, c'est important. On prend notre rendez-vous. Ça va vite. Oui. Déjà là, il faut prendre nos rendez-vous pour faire installer nos pneus d'année. Ça serait une bonne idée. Si vous n'avez pas pensé, appelez-nous. On a encore des plages horaires. On va vous trouver une solution, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas rendu à mi-juin, là? Non. On va être capable de vous faire ça avant la mi-mai, sans faute. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel. Voici de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie, ça bouge dans l'industrie automobile présentement. On commence avec quoi? On commence avec Toyota, en fait, et les moteurs hybrides. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Toyota est victime de son succès. Il y a tellement d'engouement pour les véhicules hybrides de Toyota qu'on a rattrapé du retard. On a repris du retard par rapport aux livraisons. En fait, ce sont surtout des sous-traitants de Toyota, Denso, Aisin, entre autres, qui sont là, qui fournissent des pièces. Et on dit que jusqu'à maintenant, ça peut aller jusqu'à 1 an, parfois plus, pour avoir le véhicule hybride que vous voulez. On parle évidemment là, des Prius PHEV, mais aussi des RAV4 hybrides et des Corolla Cross hybrides. On commençait à peine à s'en sortir avec les RAV4, que voilà qu'on replonge. Oui, mais il faut dire... Mais c'est Toyota. Moi, je trouve ça... Oui, les ventes vont bien, je comprends tout ça, mais c'est Toyota. C'est un des plus gros constructeurs au monde. Je suis d'accord. Un des mieux organisés qui n'est pas capable de fournir des véhicules hybrides. Je comprends pas. Mais là, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il va y avoir effectivement une version un peu différente parce qu'en Caroline du Nord, on devrait ouvrir au cours des prochaines semaines une usine de batterie, ce qui devrait donc favoriser, bien sûr, cette espèce de livraison-là beaucoup plus facile. C'est des petites batteries de 1,3 1,7 kW. Oui. Il devrait en avoir en quantité industrielle. On nous avait expliqué c'était quoi? C'était 16 ou 18 de véhicules hybrides qu'ils pouvaient faire par rapport à un hybride un branchable. C'est comme ça n'a même pas de bon sens. Alors évidemment, ça va se
modifié, mais pour le moment, on est en retard. Si vous cherchez un Toyota hybride, ça se peut que vous attendiez. Nouvelle qui ne nous concerne pas vraiment, mais que je trouvais quand même intéressante, c'est à San Francisco. On a décidé de passer à un projet pilote et on va mettre des caméras. Caméras, tu sais, les fameux photoradars que l'on connaît bien. Donc, on veut mettre ça avec, une amende qui peut aller jusqu'à 100 $ selon la vitesse à laquelle tu vas et tout. La différence, c'est qu'on va regarder ton rapport d'impôt et qu'on va établir l'amende en fonction de ton rapport d'impôt. En fait, on va te donner l'amende complète, mettons 100 $, mais si tu fais moins que tel montant, on va réduire à 50 % le coût de l'amende. OK. Puis si on fait plus? Ah, ça, c'est pas... C'est correct. C'est le maximum est à 100 $ OK, pour le bon. moment. Alors, je te rappelle qu'en Suède, c'est le contraire. En Suède, on prend ton revenu annuel et on établit le coût de ton ticket en fonction de ton revenu annuel. Il y a des gens qui ont déjà reçu des tickets de plus de 1 million $. OK. Fait que, je te le dis tout de suite, toi, ça te concerne plus que moi. En tout cas, c'est pas grave. Pas vraiment. Pas vraiment. On parlait de voitures électriques. La dépréciation est importante. Il y a une compagnie que tu connais probablement aux États-Unis, High Sea Cars, qui est un site web. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 800 000 transactions de véhicules d'occasion au cours des 5 dernières années et ils ont estimé quelles étaient les voitures qui perdaient le plus en dépréciation. La pire, c'est la Jaguar I-Pace. J'imagine que ça ne t'étonne pas outre mesure. BMW Série 7. Mais imagine-toi, une I-Pace, au bout de 5 ans, ça a perdu 73 % de sa valeur. Ça commence à être pas mal. Ça veut dire que la demande est très, très faible. Oui, mais attends. Surprenant. En 3e position, 65 % Tesla Model S. Oh! Hein? Infiniti QX80, ça, c'est pas une surprise non plus. Nissan Leaf, 64 % Tesla Model X, 63 % Tesla Model Y, 62 % Alors, on constate que les véhicules électriques, ça n'a pas vraiment la cote au niveau de la dépréciation. Normal, me diras-tu, tout le monde a peur de la nouvelle technologie et tout ce qui s'en vient. Donc, évidemment, ça se traduit là-dedans. Il y a quand même des gagnants. Hein? S'il y en a qui perdent beaucoup, il y en a qui perdent beaucoup moins. Si tu veux t'acheter une Porsche 911, 19 % de dépréciation au bout de 5 ans. C'est rien. C'est presque rien. C'est même pas les taxes. C'est neuf. Même chose au niveau de la 718 Cayman, c'est à 21 % Toyota Tacoma est en 3e position, encore une fois, 26 % Chevrolet Corvette, Honda Civic, qui est aussi en bonne position avec 28 % Toyota Tundra, Ford Mustang, la Porsche Boxster, la Toyota Corolla Hatchback est à 30 % ce qui est étonnant, et la Subaru BRZ, 30 % Alors, on constate cependant qu'à l'exception des sportives, Camaro, Mustang, il n'y a aucune américaine dans celles qui conservent leur valeur. Absolument pas. Alors, c'est un peu troublant. Est-ce que ça te tente d'avoir une voiture inspirée de jeux vidéo? Pas en tout. Hyundai en a dévoilé une au Salon de la mobilité de Séoul. Bien, en fait, ils l'ont dévoilé avant, mais ça s'appelle la Instaroid. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la petite Inster, qui est une citadine électrique, qui est en nomination comme voiture mondiale de l'année, ce qui est quand même pas rien. Et ils l'ont comme un peu boosté aux stéroïdes, justement, pour en faire un véhicule. Là, écoute, c'est un design complètement fou. Ça a l'air littéralement sorti d'un PlayStation. Évidemment, tu comprendras que ça n'existera pas dans la vraie vie, mais c'est quand même... Pourquoi pas? C'est quand même une idée parce que ça vient rappeler un peu la N74, qui est la fameuse voiture à hydrogène qu'on nous avait promis basée sur la Pony coupée. Ben, c'est un peu dans la même lignée, donc on verra ce que ça va donner. Ils vont nous sortir un véhicule rétro dans ce style-là bientôt. C'est sûr. Là, on s'amuse avec les designs, là, mais on voit que ça tourne autour du même langage design là, qui s'en vient. Exactement. Ah non, c'est sûr que ça va en faire partie. Une nouvelle un peu troublante, je te dirais, dans toute la saga des tarifs. Stellantis a décidé qu'il réouvrirait une usine qui s'appelle l'usine Belvedere. C'est une usine qui est fermée depuis 2017, là où on fabriquait notamment les Dakota à l'époque. Et là, on dit on va la rouvrir effectivement pour un Ram de classe moyenne. Donc, on veut revenir avec une petite camionnette depuis longtemps. Et on nous dit, bien, on a l'usine pour le faire. Donc, on va évidemment réouvrir cette usine-là, la rééquiper, si tu veux, et on va revenir avec d'autres versions du Ram. Ça fait 10 ans que la division RAM existe? Oui. Et qu'on nous avait prévu, justement, d'autres modèles de la division RAM. Oui. Puis on a finalement nommé les ProMaster RAM pour les mettre dans cette division-là. Mais la petite camionnette, ça fait longtemps. Et c'est quand même
incroyable que Chrysler, Stellantis laisse le marché à Ford et GM. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas, mais en tout cas. Alors, ça pourrait venir. Et une dernière nouvelle, comme quoi l'argent n'est pas un problème. Ferrari, avec les tarifs, a décidé qu'eux autres, ils augmentaient leur prix au lieu de les baisser. Aucun problème avec ça. T'en veux une Ferrari, paye. Exactement. C'est tout. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage. On va revenir rester avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ben oui, toujours. Alors, Richard, cette semaine, ça va être vraiment intéressant parce qu'on sait que chez Silverwax, vous travaillez toujours très, très fort à développer des nouveaux produits. Chose importante, les produits sont développés et embouteillés ici au Québec. 100%. Ça, c'est fait ici même à Québec. Alors, ça, c'est vraiment très bien pour nous. Et cette année, vous arrivez avec une grosse nouveauté qui va impacter plusieurs produits. Au lieu d'arriver avec un nouveau produit, vous arrivez avec une nouveauté qui va avoir de l'impact sur plusieurs produits. Parle-moi justement de cette nouveauté. La nouveauté qu'on a intégrée, nous autres, c'est de la poussière de diamant qu'on a mis dans nos produits. L'avantage de la poussière de diamant, c'est la dureté que ça donne. Beaucoup plus de dureté. Fait que par défaut, on a beaucoup plus de durabilité au niveau de la protection. Et ça donne de la brillance, ça donne de la douceur. Beaucoup d'avantages et on est les premiers à faire ça. Mais comment vous est venue l'idée d'introduire de la poudre de diamant? Parce que là, c'est pointu. Là. Richard, de la poudre de diamant, on ne trouve pas ça n'importe où. Oui. Et ça sonne un peu dispendieux également parce que c'est du diamant. Oui. Bien, au départ, nous autres, quand on a regardé au niveau des céramiques coatings puis toute la chimie, à un moment donné, il y a eu du graphene qui a été la mode, puis on n'a pas trouvé ce qu'on voulait dans le graphène. Nous autres, on n'a pas embarqué là-dedans. On disait, bien écoute, c'est du marketing. On n'a pas réussi à booster ça. Mais c'est qu'on ne regarde pas juste la chimie des produits pour automobiles. Nous autres, on regarde les peintures, on regarde les vernis, on regarde tout ce qui est dans la chimie de protection. Et quand on a découvert, quand mon équipe de chimistes a découvert la poussière de diamant, ils ont fait un test, puis ils se sont aperçus que ça fonctionne. Et ça s'intègre très, très bien dans nos produits. Et le résultat est là. Parce que nous autres, la raison pour laquelle on n'a pas embarqué dans le graphene, c'est parce qu'on n'avait pas de résultat. Là, avec ça, la brillance est au rendez-vous, la douceur, la protection, tout est là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est testé. Et justement, cette poussière de diamant, c'est un ingrédient de plus dans la recette. C'est pas une nouvelle recette que vous faites pour ce produit-là. Ouais. C'est un produit qui vient améliorer la recette. Elle vient améliorer la recette. C'est évident qu'il faut rebalancer la recette au complet. Quand on met un nouvel ingrédient, c'est comme une chimie, c'est comme une voiture de course. Tu changes un ingrédient, tout est débalancé. On a tout rebalancé la formule. Et là, elle est optimisée. C'est vraiment, il faut l'essayer. La série Diamant dans Silverwax, c'est solide. C'est vraiment... Bien là, tu l'as nommé, ça devient justement les ajouts ou les produits qui ont l'ajout de poudre de diamant devient la Diamond Series. Oui, exactement. Exactement. Et elle va être intégrée dans plusieurs produits. On va en avoir plusieurs aujourd'hui. Éventuellement, ça va rentrer dans les autres aussi. Mais au niveau de la protection, la poussière de diamant, c'est pas juste du marketing. Ça fonctionne. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait que les gens utilisent. Bon, tu vas me présenter des produits, justement, qui ont été modifiés en ce sens. Et qu'est-ce que ça apporte de plus à chacun des produits? OK. Si on parle vraiment de la série Diamant, ce qu'on a de nouveau, on a Effet Lotus. Effet Lotus, il y en a plusieurs qui l'ont déjà. Effet Lotus, c'est un produit qui est dans le marché, puis c'est quelqu'un qui va poser un céramique coating, mais qui ne veut pas le poser avec la petite bouteille puis l'applicateur. Bien, ce qui est le fun, c'est que c'est un céramique coating. Ça dure pendant 9 mois et puis ça va donner de la brillance, exactement le même effet. Et Effet Lotus peut aussi entretenir ceux qui ont un céramique coating, va garder le perlage de la voiture et la brillance de la voiture. Fait que Effet Lotus, maintenant, il y a du céramique coating et il y a de la poussière de diamant dedans. OK. Donc ça amène. Pour ce qui est de l'application, pour ce qui est, justement, tu as parlé de l'effet, mais ça ne change rien. C'est comme absolument pas. Il est même plus facile. La nouvelle formule, la formule 2025, parce que c'est vraiment, vraiment nouveau, elle est plus facile à appliquer et donne beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de brillance. Parfait.
autre produit. L'autre produit dans lequel on l'a mis, c'est le scellant peinture. Scellant peinture, là, il y en a plusieurs qui disent « Ah, ouais, mais je veux un produit en spray ». Le scellant peinture, il a encore sa place aujourd'hui. Premièrement, le gros avantage de ce produit-là, c'est quand ça fait la voiture a quelques années, on commence à avoir des cheveux d'ange, le rouge commence à être rose, les noirs commencent à être un petit peu plus gris, bien ça va redonner la couleur. Puis en plus, on a du scellant, on a un céramique coating dedans et en plus, on a la poussière de diamant qu'on a mis qui fonctionne. Là, on se trouve avec une protection de 1 an. 1 an avec cette application-là, wow. Oui, puis 1 an dans nos hivers canadiens. C'est pas 1 an en Floride. Ça sera en Floride, ça sera 3 ans. Là. Mais dans nos hivers ici, au Québec, c'est 1 an complet de protection sans aucun problème. Tout ce qu'on peut faire après, c'est l'entretenir avec du raviveur de lustre ou n'importe quoi. L'autre produit qu'on a aussi avec la nouvelle série Diamant, c'est la cire rapide. Quelqu'un qui veut avoir de quoi... Ça, c'est mon produit que j'utilise beaucoup. Oui, bien, c'est le fun par cire rapide. Ça le dit, le mot. On est au gros soleil, il est midi, ma voiture est noire, puis je veux la protéger. Avec ça, je peux le faire. Je le prends, je le vaporise, je l'étends, et puis je fais simplement le laisser sécher 10-15 secondes, j'essuie ça, puis c'est fini. That's it. Question, parce que la division Diamond, oui. La série Diamond, est-ce que ces produits-là sont disponibles avec et sans Diamond? Oui, ils sont disponibles avec et sans Diamond. OK, c'est le choix qu'on a à faire. Oui, c'est évident que la série Diamond va coûter un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de stock dedans. Il y a la partie céramique, mais quelqu'un qui était habitué avec une cire rapide qu'on avait auparavant est encore disponible pour ceux qui veulent l'avoir. Puis ils disent, écoute, moi, ça faisait mon bonheur, c'est encore disponible. Le produit, moi j'appelle ça ma bébelle, mon raviveur de lustre, je pars pas sans lui, comme on dit. Là. Raviveur de lustre, maintenant, on a une protection, vraiment une brillance inégalée pour quelqu'un qui veut juste donner de la brillance à sa voiture, qui veut donner de la protection, puis on va aller jusqu'à entre 1 à 3 mois de protection avec ça. Tu le vaporises, tu l'essuies, puis ça, tu peux mettre ça partout. Les vitres, le plastique, sur les lumières, c'est le produit à utiliser. C'est magique, ça. Tu as un mariage après-midi, puis tu veux que ta voiture, ce soit la plus belle du groupe, bien écoute, applique du raviveur de lustre, puis ça va faire l'ouvrage. Bien là, on est rendu avec une belle protection. Avant, c'était 1 heure de protection. Là, quand tu l'as sorti, le produit, c'était vraiment pour les showrooms ou très, très peu. Et là, tu as une belle protection en plus. Oui, bien, on va avoir un look salle de montre, et même encore plus. J'ai amené mon effet miroir, c'est la pâte, la fameuse pâte. Ceux qui aiment la pâte. Écoute, il y a des incontestés qui veulent utiliser une pâte pour poser la bonne pâte. Ils ont raison parce que la pâte, c'est ce qui donne de la brillance, c'est de la cire. Sauf qu'on n'a pas une longue durabilité. On a entre 4 à 12 semaines à peu près de protection, tout dépendant comment on roule. Mais quelqu'un qui aime poser une pâte, là, effet miroir, c'est le produit pour ça. C'est le produit. Il reste 2 produits. Oui. C'est les protections totales. J'ai aussi amené, parce que je veux vraiment que les gens choisissent ce qu'ils ont besoin, tout dépendant de ce qu'ils veulent faire. La plus grosse protection, ça demeure encore Nano X5. Nano X5, on parle vraiment de 5 ans de protection. C'est une affaire qui est extrêmement facile à appliquer. On a des vidéos, des tutoriels sur plein de sites qui le montrent. Mais en réalité, Nano X5, c'est juste cette petite bouteille-là. Ça, on va faire une voiture au complet avec ça. Et on en met sur la peinture. Ce qui est le fun, c'est qu'il est multisurface. Beaucoup de céramique coating ne sont pas multisurface. Lui, tu peux en mettre sur tes lumières, tu peux en mettre sur tes moulures non peints aussi. La seule place que tu n'en mets pas, c'est sur tes vitres et tes pneus, c'est tout. Le restant, tu en mets partout. Les jantes, etc. Oui, exact. Tu peux t'amuser avec ça. Est-ce qu'un jour, il va y avoir la série Diamond également, Charles? Ça s'en vient. Ça s'en vient. On ne répond pas à des questions. Non, je suis très, très à l'aise. Les deux céramiques coating, éventuellement, à très court terme, on s'en vient avec la série Diamond. Oui? Absolument, aussi, parce que c'est que ça fonctionne. OK. Mais là, ça va être ultime, un X5 avec... ça va être ton produit ultime. C'est déjà mon produit ultime, Nano X5. Et ça va le devenir. Il va monter encore une coche de plus. C'est pas compliqué pour la Mais le X5 va rester tel quel aussi? Oui. Tout simplement, la formule, elle est vraiment en point, facile à appliquer, facile à essuyer. Le résultat, il est instantané. On demeure, Nano One et Nano X5 vont rester exactement pareils. On ne touche pas à ça. La différence entre Nano X5 et Nano 1, les gens nous la demandent, c'est la durabilité en réalité. Puis il y a une question de coût aussi. Nano One coûte moins cher. Quelqu'un qui dit, écoute, moi, il me reste une couple d'années avec ma voiture, 2-3 ans.
Nano One va faire en masse l'ouvrage, va faire exactement le même résultat que Nano X5. Par contre, lui, il ne se rendra pas à 5 ans comparativement à Nano X5. Nano X5, puis avec le Diamond, tu vas gagner quand même un petit peu de temps de protection ou oui, pas oui, vraiment? oui. Ah, c'est certain. Ça, là, on est présentement dans les tests de durabilité. Okay. On est des machines de rayons du soleil puis ces choses-là. Mais puis les nanos, quand tu les poses, la seule chose que tu as besoin en passant, c'est effet lotus. À tous les 9-10 mois, tu mets une petite couche d'effet lotus puis tu entretiens tes céramiques coating pour plus que 5 ans. Voilà pour les grosses nouveautés. Je pense que l'année 2005 va être chargée pour vous autres parce que c'est fort agréable de voir comment vous développez tout ça. Et les formules sont faites ici au Québec, vendues ici au Québec. Tout ici. Embouteillées ici au Québec. Il faut le rappeler. Absolument. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Porsche nous ont invités ici à San Diego afin de faire l'essai de leur toute nouvelle Carrera S. Parce qu'en 2025, la Carrera a subi plusieurs modifications esthétiques. Et chez Porsche, on a réussi encore à moderniser un véhicule qui était presque parfait. Alors, c'est toujours un tour de force que de moderniser la 911 puis de réussir à avoir un véhicule toujours aussi pareil, mais avec un niveau de raffinement toujours accru. C'est incroyable comment est-ce qu'on réussit à faire ça du côté de chez Porsche et c'est encore une fois bien fait. On a amélioré grandement la Carrera, elle a subi beaucoup de modifications au niveau de sa structure, au niveau de sa carrosserie et au niveau vraiment de l'équipement monté à bord, les phares, tout le reste a été raffiné. Le modèle S pour sport existe depuis fort longtemps. D'ailleurs, on nous a rappelé qu'en 1965, c'est là que l'appellation S est arrivée pour la première fois sur la 911. Et croyez-le ou non, l'appellation voulait dire super et non sport. C'est en 1995 que la Carrera S a vraiment retenu son nom et cette fois pour Carrera Sport. Alors, nul doute que maintenant, c'est l'appellation sport pour le S. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec cette nouvelle mouture? Bien, c'est encore une fois un raffinement accru pour le modèle S. Donc, on va chercher beaucoup plus de performance, 473 chevaux. On la distance de la Carrera régulière qui est, elle, à 388 ou quelque chose du genre. Et on la rapproche de la version GTS. Dans toutes les versions et modèles de Porsche, les versions GTS, c'est les versions que je préfère. Je trouve qu'ils sont le mieux balancés, qui se comportent le mieux, qui offrent un rapport poids-puissance parfait. Alors, cette Carrera S, on l'approche beaucoup du modèle GTS qui, lui, est à 530 quelques chevaux. Et on reprend beaucoup d'éléments aussi au niveau de la suspension, du système de freinage et des systèmes de gestion du comportement routier monté à bord de Porsche. Donc, on peut dire que maintenant, la S se rapproche énormément de ce que la GTS peut offrir. Donc, sur la Carrera S, qu'est-ce qu'on retrouve? Une nouvelle roue de 20-21 pouces avec des roues personnalisées. Comme je l'ai dit, on peut aussi augmenter le système de freinage. Les suspensions également et les gestions de suspension aussi ont été améliorées. On a toujours la superbe PDK à 8 rapports, vraiment extraordinaire, qui nous permet de faire le 0-100 en 3,3 secondes, atteindre les 308 km/h. N'essayez pas cela à la maison, 308 km/h, c'est énorme. Et toujours à l'intérieur également, on reconnaît aussi l'environnement de la Carrera de la 911. Avec la version Carrera S, on peut faire une multitude d'agencements de couleurs avec des carrosseries intérieures et extérieures. C'est pratiquement à l'infini. Je me demande s'il peut y avoir deux 911 Carrera S pareil si on fait l'agencement intérieur-extérieur. C'est vraiment extraordinaire. Alors, encore une fois, on va loin avec la Carrera S. On l'approche beaucoup de la GTS. J'ai hâte de vous présenter la nouvelle mouture de la GTS qui va recevoir un système d'hybridation légère. Donc, avec la version hybride, ça devrait nous amener ailleurs. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais comme les versions GTS étaient mes préférées, celle-là, la S, s'en va vraiment très, très près de la GTS en conservant surtout son confort sur la route.
Et c'est là qu'elle se distance vraiment parce qu'on a beaucoup de puissance, presque 500 chevaux, et du confort sur la route. Et lorsqu'on monte dans les autres versions, donc les GTS, les turbos et les autres, bien là, vraiment, ça devient des voitures davantage pur sang sport. Tandis que celle-ci reste quand même confortable, un véhicule passager qui offre la puissance, du confort routier, de l'insonorisation, qui fait tout de bien. La 4S va probablement amener ça à un autre niveau, mais celle-ci, je vous le dis, si vous n'utilisez pas vraiment votre véhicule l'hiver au Québec, c'est probablement la version la plus passe-partout de la 911 qui existe présentement. Alors, beau raffinement, belle présentation. La 911 continue de se décliner en une multitude de versions. Je sais qu'on en perd souvent notre latin, mais retenez que la Carrera S, c'est vraiment un véhicule passager parfait pour faire de la route puis s'amuser un petit peu avec le côté sport. On a toujours le bouton pour aller chercher le maximum de puissance pour faire des dépassements à haute vitesse. Vraiment, j'apprécie ce qu'on a fait avec la Carrera S, qu'on a rapproché vraiment de la GTS. Alors, beau produit, encore une fois, pour Porsche. Bravo, on raffine un produit qui n'aurait même pas besoin d'être raffiné puis qui frôle la perfection. Pour nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. Messieurs, on y va immédiatement. Première question de Martin qui dit « Nissan Versa SV automatique 2021 ». Ça, je crois que c'est le nouveau modèle 2021 ou première année du nouveau modèle. 78 000 km, 15 000 qu'on demande pour ce véhicule. Oh, c'est cher, ça. Ça me semble un peu dispendieux. Il n'y en a pas. Non, c'est ça. SV, c'est la plus équipée. Oui. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il s'en est pas vendu gros, premièrement. Non. Il s'en est pas vendu gros. Je pense que les gens qui les ont achetés, ils les ont aimés, ils les ont gardés. Puis moi, je me fie, moi, dans cette catégorie de voitures-là qui se fait chez Nissan, je me fie à beaucoup de ce qu'ils ont mis sur la piste de course pour la compétition. Les Sentra et les Micra. Et la Versa, c'est un véhicule qui était juste avant ce modèle-là et qui était quand même pas méchant. Pas une tenue de route extraordinaire, pas de frein extraordinaire, mais qui faisait tout. À 15 000, ils vont dire comme toi, Marc. Je trouve ça cher. Moi, moi en fait, là, j'ai rien contre la voiture. Je trouve juste que la facture est un peu salée. Ça vaudrait peut-être la peine de réviser un peu, mais la voiture en tant que telle, pas de souci avec ça. Je pense qu'on va... On dit que ça n'en est pas vendu gros. Puis ça, c'est la faute de Nissan. Parce que c'est une bonne petite voiture bien équipée qui était jolie. Là, c'est encore le même modèle, c'est encore la même affaire présentement. Puis c'est une voiture au niveau qualité-prix qui est honnête chez Nissan. Et on la pousse pas. On n'entend jamais parler. Parce qu'on dit qu'il n'y en a plus de petites berlines abordables. C'est vrai qu'elle n'est pas si abordable que ça, là, mais il reste que c'est une des petites berlines les plus abordables. On reste dans l'abordable avec Caroline qui dit Buick encore GX ou Envista 1,2 litres, les deux sont à 33 000 lequel on choisit. Donc, l'Envista, c'est la version ST. Donc, ça doit être la version un peu ST, c'est plus sport du côté sport. de chez GM. Donc, version sport ou encore GX de base, c'est à peu près ce que ça veut dire. Moi, j'aime beaucoup l'Envista. Mon fils l'a essayé la semaine dernière, puis je l'ai pris pendant quelques jours. J'aime beaucoup l'Envista, mais faut que je dise que je suis plus sensible au look aussi. Je trouve que le look est mieux réussi. Parce qu'au niveau de la voiture comme telle, c'est vrai que le 1.2 me fait un peu peur. J'aurais mieux avoir le 1.3, mais c'est quand même un moteur qui n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant dans les Trailblazer et autres de ce monde. Non, 1.3, ben là... Moi, j'y vais. Marc, ça ne m'étonne pas là, que Marc s'en aille dans cette direction-là. Mais là encore, GX avec la traction intégrale, si vous pouvez vous permettre. Et surtout, c'est au même prix. On prend là encore avec la traction intégrale. Base, c'est moins équipé. Je suis rendu pépère. Ouais. T'avais pas besoin de nous le dire, Marc. mais le fait qu'elle soit traction intégrale... ça change tout. Ça change tout, ça. Monsieur Trépanier, est-ce que le Maverick de Ford est un bon camion depuis son lancement? Il m'intéresse pour 5-6 ans, 15 000 km par année. Allez-y, amusez-vous. Aucun problème avec le Maverick.
puis qu'ils soient à essence ou hybride. Hein. Les deux ont bien fait leur travail. C'est pas un gros problème. L'hybride fait un excellent travail en termes d'économie de carburant, mais évidemment, il y a moins de capacité, donc l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Mais ils sont bons. N'en trouver, c'est un peu plus difficile, je pense. Je pense qu'il faut commander d'avance. Il faut commander. Il faut s'y prendre d'avance. Ouais. Une question qu'on ne s'ostinera pas, je pense pas, en tout cas. J'espère, Marc, cette fois-ci. Pourquoi, Marc? Mazda CX-39, achat dans un mois. Donc, on va acheter ce véhicule-là dans un mois. Est-ce que c'est un bon modèle? Est-ce qu'il va changer? Puis on veut le garder quand même assez longtemps. Alors, moi, j'ai aucune restriction pour le CX-30. C'est parfait. Absolument. Petit véhicule. C'est très bon. C'est très bon comme véhicule. Tous les moteurs de Mazda sont reconnus pour être très bons. Et est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer. Mais on ne sait pas quand. Mais on ne sait pas quand. On attend toujours une Mazda 3 changer, puis on ne l'a toujours pas vu. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va changer. Qui était prévu à l'automne passé, selon l'horaire non officiel. Retenez pas votre souffle pour le changement du CX-30, mais oui, ça vaut la peine. Mais c'est ça, 2025. Ils vont nous officialiser le CX-5 bientôt. Il aurait reporté encore d'1 an. Oui. Fait qu'on n'a toujours pas vu la vraie version de production du nouveau CX-5. On voit juste des photos. Alors, on va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Rapide, Clément, une Mazda 5 2017. Vous rappelez-vous de cette propre, comme neuve, 101 000 km pour faire des petites livraisons autour de Victoriaville. On salue les gens de Victoriaville en passant. Et pourquoi Mazda n'en font plus? Bien, ça, c'est la question du siècle à 100 $. Qui était donc un véhicule agréable. Ma fille a encore la sienne sur le 2018, puis elle trippe encore dessus. Alors, sans aucun problème. Bien entretenu, c'est un véhicule qui va vous durer encore. Un petit peu de rouille qui sortait au niveau des bas de porte, là, mais ceux qui les ont entretenus, qui les ont lubrifiés, il faut faire attention. Les premières, le pare-choc fondé en arrière, mais bon, c'est un autre affaire. Merci, messieurs. Plaisir. Merci, Danny. Alors voilà, c'est déjà tout bon virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir à 21h30 pour un autre virage. Merci.